Vendredi 8 décembre, nouvelle émission, nouveau numéro de votre émission Vice Versa. Cette émission consacrée au décryptage de l'actualité à l'international comme en Afrique. Et pour ce nouveau numéro que nous entamons ce vendredi, nous irons donc dans la bande de Gaza pour parler donc de la tragédie qui se poursuit. Malheureusement, dans ce pays, la tuerie prend encore plus d'ampleur. Pourquoi une telle décision aussi sévère qu'elle paraisse? Nous allons en parler tout à l'heure avec nos invités déjà ici en studio. Et en Afrique, nous irons en Guinée-Bissau pour parler donc de la dissolution du Parlement. Eh bien, une situation totalement confuse et qui laisse assez de doutes sur la légitimité du pouvoir en place. Le débat se fera également tout à l'heure avec les invités qui sont déjà là. De la Guinée, nous irons donc en République démocratique du Congo pour parler de l'élection présidentielle où le ton monte entre Félix Tshisekedi et l'opposition. Et puis, nous allons faire un tour donc au Burkina Faso pour parler de la réquisition des hommes. À quoi cela remonte? Nous allons revenir là-dessus tout à l'heure. Et enfin, nous allons atterrir au Bénin où nous ferons le débat sur le raffermissement des liens entre le Bénin et le Nigeria, et puis le procès d'appartenance à l'opposition entre les démocrates et les FCBE, et pour finir donc la loi d'amnistie proposée par l'opposition, est-ce une utopie? Pour faire le débat ce matin, j'ai donc à mes côtés, sinon dans ce studio avec moi, Delphin Gagara. Delphin, bonjour. Bonjour Monsieur Hassel, bonjour au plateau. En face de vous, j'ai Colès Yann. Colès, bonjour. Bonjour Axel et bonjour aux collègues. Et puis juste en face de vous maintenant, il y a Eman Parfait Aliambossou. Eman, bonjour. Bonjour Axel, bonjour chers collègues, bonjour le plateau. La chronique viendra donc boucler cette émission tout à l'heure. Et puis pour commencer, je vais commencer par vous, Eman. Je vais vous faire donc ma toute première question. La tragédie a repris malheureusement dans la bande de Gaza. Oui, tragédie a repris dans la bande de Gaza. C'était Gaza du Nord, maintenant Gaza du Sud. Je pense que oui. Hier d'ailleurs, on a suivi sur les chaînes internationales qu'il y a un des patrons de Hamas dont la maison a été encerclée. Est-ce pour autant encercler une maison que de faire tant de dégâts? C'est vrai qu'aujourd'hui, les civils sont... Vous voyez des images d'enfants dont les jambes sont amputées parce qu'il faut sauver leur vie. Vous avez des gens pratiquement qui sont sans abri. La tragédie, ça se joue aujourd'hui dans la bande de Gaza. C'est vrai, on parlera après de crise humanitaire. On dit qu'il y a une trêve humanitaire. Il faut qu'on permette de ravitailler la zone en quelques éléments que ce soit. Je pense qu'on a assez fait de jouer ou de faire primer les intérêts égoïstes ou les intérêts de certaines puissances sur ce qui se joue face aux civils. Et pour ma part, c'est vrai, on parle de la Croix-Rouge qui est mise à l'index parce qu'ils ont espéré qu'avec la trêve et donc la libération des otages, que la Croix-Rouge puisse être mise à contribution pour essayer de dénicher un peu là où se trouvent retenus les otages. Je pense que tout ça là, ce n'est pas bien. Il faut que ceux qui ont encore une oreille attentive, ceux auprès de qui Israël entende raison, que ceux-là puissent rapidement agir pour qu'on puisse arrêter la saignée dans cette bande de Gaza là. Colès? Oui, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que voilà, les combats continuent. Et j'ai été marqué par un chiffre qui dit plus de 90% de la population est capable de passer plus de 24 heures sans mettre une seule goutte d'eau dans la bouche, sans mettre un morceau de pain dans la bouche. Hein? C'est quelque chose qui devrait interpeller l'humanité. Et en plus, on a aujourd'hui aux États-Unis, les gendarmes du monde, une opinion qui est de plus en plus contre cette guerre. On a aujourd'hui plus de 61% d'Américains qui lèvent la voix pour dire qu'il faut que les combats cessent à Gaza. Et donc, quand on parle de crise, on parle de trêve humanitaire. On se souvient que justement, sous la pression du secrétaire général de l'ONU, on aura un conseil de sécurité pour décider de cette question. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. On connaît aujourd'hui que la voix des États-Unis, malheureusement, va encore intervenir avec son veto pour empêcher ce que le reste de l'humanité demande. Le reste de l'humanité demande qu'on ne reste plus sans rien faire devant une telle situation. On parle déjà de pratiquement près de 20 000 morts. C'est 20 000 humains, quoi qu'on dise. C'est 20 000 vies qui passent comme ça par perte et profit dans un silence, je vais dire, étourdissant. Donc, on devrait, quand on regarde ce qui se passe, commencer à se poser la question sur la vraie utilité de l'Organisation des Nations Unies, sur la vraie utilité de ces casques bleus qu'on a l'habitude de déverser dans le ciel africain dès qu'il y a une crise et qu'on ne voit nulle part ailleurs dans la bande de Gaza. Il y a que cette situation pose énormément de questions, mais la plus importante, c'est la question d'humanité. Il faut que cette guerre cesse.
Les fins Gagana. Oui, il faut que cette guerre cesse et que les gens cessent de nous torturer parce que moi j'ai coutume de le dire et je le dirai toujours, c'est une corruption psychologique et mentale parce que quand les gens se battent, les gens s'entretuent, on dit stoppez pendant 5 jours et libérez ceux que vous avez gardés, vous avez cachés. C'est-à-dire ceux qu'on avait cachés, c'est qu'on leur a même sauvé de cette difficulté, on a sauvé leur vie, mais on dit bon ok, ramenez-les tous parmi nous pour qu'on les tue finalement. Sinon moi je n'arrive pas à comprendre qu'on soit en guerre, on dit bon ok, on ramène d'autres personnes et puis on les tue. Si c'est ça, pourquoi créer une trêve? Alors continuez la guerre, finissez votre guerre. Mais cette guerre normalement devrait faire honte à tout le monde parce que c'est une guerre qui date depuis 1948 mais qui ne cesse pas. Mais regardez, aujourd'hui quand on parle de l'Ukraine et de la Russie, on a vu tout ce que le Congrès américain a fait, tout ce que les Occidentaux, pour ne pas dire l'Union européenne, a fait pour accompagner l'Ukraine a lutté face à la Russie. Mais pour la bande de Gaza, qu'est-ce qui se fait? Il n'y a personne pour dire aujourd'hui à l'Israël de stopper, de cesser quand même cette tuerie. Parce que quoi? Écoutez, on dit l'intérêt guide le monde. Le deux poids deux mesures que l'on a toujours crié, c'est que c'est vrai. Et ça se vit aujourd'hui. C'est vrai qu'en temps on avait parlé de la Syrie, ça s'est calmé, on a oublié ce qui se passe là-bas. C'est Soudan, on a oublié ce qui se passe au Soudan. On parle de quoi? De guerre, de crimes de guerre ailleurs, mais ailleurs on ne parle pas de crimes de guerre. Donc du coup, la communauté internationale, quelle est cette communauté internationale? C'est juste le gendarme que tout le monde connaît, ce sont les États-Unis. Donc quand les États-Unis décident, ça passe comme ça. Parce que, prenez le cas du Niger, c'est vrai que le sujet on n'est pas sur le Niger, mais prenez le cas du Niger. Quand la CEDEAO a fermé les frontières, a bloqué les choses, et la France accompagne la CEDEAO, la France, donc, mais quand les États-Unis ont nommé leur ambassadeur, qui est venu présenter salaire de créance, mais qui a été contre, qui a dit quoi que ce soit, qui a condamné les États-Unis pour avoir fait nulle part. Aujourd'hui, moi j'avais suivi sur les chaînes internationales, on a questionné un député français en lui demandant est-ce que la France se trouve être isolée. Il dit que la France accompagne la CEDEAO. Aujourd'hui, la France accompagne la CEDEAO. Donc ce n'est plus que la France sur la communauté internationale ou bien sur les instructions de l'ONU, un peu comme on a dit que c'est comme ça on a fait en Libye pour tuer Kadhafi. Ce n'est plus ça, mais c'est que la France aujourd'hui trouve à suivre la CEDEAO, à accompagner la CEDEAO. Donc c'est maintenant, aujourd'hui, c'est la décision de la CEDEAO que la France accompagne seulement parce que le puissant a parlé, on ne peut plus rien dire au puissant. Donc on se cache derrière, je ne sais quoi pour dire, j'accompagne le petit parce qu'on sait que le petit n'ira pas loin. Donc du coup, moi je dis, l'affaire de la bande de Gaza, c'est une corruption et il faut que ça cesse. Alors, il faut parer au plus pressé, Eman, afin de sauver des vies parce que ça crépite là-bas et ça fait très mal. Malgré ça, la communauté internationale reste pratiquement, je dirais, sourde face à cette situation. Donc vous allez entendre quelques bruits quand même. Il y en a qui prennent la parole pour montrer quand même qu'ils sont présents, pour montrer également qu'ils suivent un peu ce qui est de façade. Mais en réalité, ce n'est pas du fond du cœur. Sinon, il suffit quand même. Il y a d'ailleurs le médiateur qatari, grâce à qui d'ailleurs il y a eu ces libérations d'otages là. Pourquoi ne pas laisser ce médiateur là évoluer, aller au fond du dossier pour qu'on puisse obtenir la trêve là sur longue période? On dit non, on arrête au bout de quelques temps, on reprend la guerre, les âmes crépitent encore dans la bande de Gaza. Et après on dit maintenant, oui, Joe Biden qui reçoit Netanyahou et qui lui demande d'épargner les civils. Je me demande si en bombardant les zones, on fait le tri, on dit civils, mettez-vous de côté, laissez les autres là, on va les bombarder. Je ne sais pas ce qui se fait, mais il y a une sorte de corruption, une sorte de comédie qui se joue à l'international et qui aujourd'hui m'amène à me demander, comme Collins d'ailleurs, pourquoi avait-on eu recours au système des Nations Unies, après à l'ONU et tout, qui encore qu'à ce niveau, il y a ce qu'on appelle le droit de veto et tout. Je n'espère pas grand-chose. On attend peut-être de voir toute la bande de Gaza exterminée, de voir peut-être un vide créé et peut-être d'assister après à une occupation d'une puissance ou d'un pays, quitte à ce que les Palestiniens de la bande de Gaza puissent dire adieu à cette terre. Et puis bon, on n'en parlera plus. Merci. Vous le placez oui, juste une petite curiosité. Cette communauté internationale qui a lancé un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine, je ne parle pas pour le soutenir. Je me demande, il a fallu combien de morts pour lancer un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine et il faudra combien de morts dans la bande de Gaza pour qu'un jour on interpelle un ou quelques responsables?
C'est aussi une solution. Delphine, vous avez quelque chose à dire rapidement? Oui, un peu comme il a dit. Moi, je dis, si on n'est pas capable de stopper la guerre définitivement, donc il ne faut même plus dire qu'on veut faire trêve. Parce que s'il faut faire trêve et reprendre la guerre et tuer les gens, parce que quand on parle de guerre, ce n'est pas pour, juste abattre les arbres, ce n'est pas pour déraciner, c'est pour détruire. Et quand on dit détruire, ce n'est pas détruire seulement les immeubles, mais c'est détruire les humains. Et quand on va finir de tout détruire, on viendra voir quoi. Moi, je dis, il faut que les gens trouvent une solution pratiquement définitive à ça, que de parler de trêve humanitaire, de trêve et quoi que ce soit. Non, parce que quand c'est chez nous, il a si bien dit, quand c'est chez nous, on trouve les casques bleus pour dire faute d'interposition. Mais comme il ne peut pas avoir faute d'interposition là-bas, mais qu'on cherche un espace d'interposition, histoire de les séparer, de les éloigner pour dire, non, si vous voulez vous toucher, vous allez nous toucher d'abord. Donc du coup, ils auront peur quand même de toucher la communauté, cette soi-disant communauté internationale, n'a qu'à s'installer au milieu désormais pour dire, nous sommes au milieu, si vous voulez vous toucher, touchez-nous d'abord. Puis si vous nous touchez, on va pouvoir répondre. Et ce qui est grave dans ça, rapidement, cette image, c'est quand, pour démarrer la guerre, on dit à ceux qui sont dans le nord d'aller vers le sud. Et donc, on a pilonné le nord. Maintenant, on attaque le sud. Est-ce que c'est leur demander d'aller à l'ouest ou à l'est pour après aller pilonner ce côté-là? Donc, finalement, c'est comme si on poussait toute la population hors de la bande de Gaza. Justement. Alors, merci à chacun de vous. Nous allons revenir en Afrique et précisément direction la Guinée-Bissau où il y a une situation confuse là-bas. On dissout l'Assemblée nationale. On comprend plus ce qui se passe concrètement. Delphine Gagala. Oui, qui veut noyer son chien à la queue de rage, c'est ce qui se passe en Guinée-Bissau. Sinon, moi on dit tentative de coup d'État. Or, le truc, c'est qu'il y a un groupe de militaires ou de juristes qui est allé exfiltrer deux ministres qu'on avait gardés à vue. Ce n'est pas qu'ils sont allés attaquer le palais, ce n'est pas qu'ils sont allés attaquer l'aéroport, ou ce n'est pas qu'ils se sont attaqués à quoi que ce soit qui concerne le président, mais ce sont des ministres. Mais le président qui n'était même pas au pays et qui a fait même encore 4 jours avant de revenir, parce que je crois qu'il était au truc de COP. Le COP 8, oui. Donc il a fait même des jours avant de rentrer et il rentre. C'est qu'il accuse quelqu'un. Et s'il accuse quelqu'un, ce n'est pas qu'on est allé chercher celui qu'on a accusé. Et même les deux ministres sont déjà sortis. La situation a été peut-être maîtrisée entre-temps. Ok, mais si la situation a été maîtrisée et qu'il est rentré, alors qu'il s'attaque à celui qui soupçonne. Mais il ne s'attaque pas à celui qui soupçonne, il s'attaque à l'institution. Mais l'institution n'est pas celui qui soupçonne. Celui qui soupçonne est un individu, certes qui représente l'institution, mais qui est un individu qu'on peut attaquer. Mais pourquoi dissoudre l'Assemblée nationale? C'est pas parce que l'Assemblée nationale se trouve être dans les mains de l'opposition pour dire on veut organiser une nouvelle élection histoire d'installer une Assemblée nationale. Est-ce que c'est ça qui va lutter contre le coup d'État qu'il disait? La question reste posée. Colessial, votre appréciation sur ce qui se passe aujourd'hui en Guinée-Bissau? Oui, c'est parce qu'on a vu un président de la République monter au créneau pour dénoncer un coup d'État et accuser nommément le président de l'Assemblée nationale. On a vu ensuite le même président de l'Assemblée nationale, comme dans un droit de réponse, venir s'étonner d'une accusation d'une telle ampleur sans le moindre début d'éléments de preuve. Ça nous met dans une situation très très rocambolesque. Et voilà, j'ai un peu voulu pousser plus loin ma curiosité et je me rappelle que les rares fois où j'entends parler de la Guinée-Bissau sans faire insulte au pays, c'est quand il y a malheureusement ce genre de théâtre où les acteurs sont les personnalités au plus haut niveau de la République et on se demande si ce n'est la seule manière de parler de ce pays que plusieurs personnes ne sont pas capables, comme moi, de situer sur une carte du monde si ce n'est à l'occasion de ce genre de débat lamentable. Emmanuel. Débat lamentable, c'est vrai que la Guinée-Bissau, pour l'opportunité que j'ai eu de visiter ce pays-là, c'est vraiment un pays pauvre. C'est d'ailleurs cité et reconnu comme étant l'un des pays les plus pauvres d'Afrique, où il nous a été difficile de reconnaître la présidence, le lieu où le président de la pluie travaille. Parce que finalement, vous avez été reçu par le président? Non, pas du tout. On était juste allé dans le cadre du football, on était là-bas. Et oui, c'est vrai que c'est un pays qui est en train d'être reconstruit petitement parce que sorti d'une situation confuse par le passé. Et comme il l'a dit, les rares occasions, on entend parler de ce pays. Il y a eu quelques mois, on a parlé de tentatives de coup d'État. Et le président de l'Assemblée nationale dit que même cette tentative-là, que ça a été orchestré par le président de la République parce qu'il aurait dit à ses militants, à ses sympathisants, écoutez, parce que je n'ai pas la majorité, je n'ai pas le contrôle du Parlement, je travaillerai à ce que ça soit revu au Parlement. Est-ce que c'est une situation pour lui aujourd'hui? C'est une manière pour lui aujourd'hui de revoir la situation au Parlement, lequel Parlement est contrôlé par l'opposition et qui donc l'a obligé à faire un contrat avec un autre parti
pour pouvoir tenir un peu au Parlement. Est-ce que c'est une manière pour lui de remettre tout en cause aujourd'hui pour pouvoir installer un Parlement acquis à sa cause? Je pense que oui, quand vous voyez un peu, quand vous suivez un peu les chaînes guinéennes, c'est un président qui adore un peu le culte de la personnalité. Canne en main alors qu'il est assez jeune, et puis bon, on le voit pavaner un peu dans la cour quand il veut faire des interviews, et puis vous sentez que c'est un président qui s'y connaît très bien en matière de communication télévisuelle et tout. Donc, est-ce que c'est une occasion pour lui de remettre en cause tout le système et d'installer son système à lui aujourd'hui? Et cette CEDEAO-là, qui aujourd'hui est tranquille, qui ne dit absolument rien pour le moment, et qui attend peut-être que la situation dégénère pour peut-être crier en barbe. Comme d'habitude, vous voulez dire. Comme d'habitude. Alors, vous avez un mois placé rapidement ou ça peut aller? Oui, ça peut aller. Super. Alors, direction à présent la RDC où on s'apprête évidemment à aller à l'élection présidentielle, mais déjà le temps monte dans le pays entre le président Félix Tshisekedi et l'opposition. Eman Pafé Aniabossou, voilà un peu comment est-ce que les choses évoluent au pays de Mobutu. C'est dommage qu'à chaque élection, à chaque rendez-vous électoral, surtout présidentiel et même législatif parfois en Afrique, que le temps monte. C'est dommage plutôt que ce soit des occasions de fête ou des occasions où on désigne démocratiquement pour les pays qui ont fait l'option démocratique le représentant ou celui qui veut parler du peuple, que des acteurs politiques s'invectivent avec des arguments. C'est vrai que je retiens de cette élection-là la présence ou la participation de Denis Mukwege, le réparateur des femmes et tout, prix Nobel de la paix par le passé, qui décide aujourd'hui de briguer cette magistrature suprême. Je pense que, au-delà de tout, le peuple congolais, en fait, le RDC, sait aujourd'hui entre les mains de qui placer son destin, parce que Tshisekedi a fait ses preuves. Il est là et il a des défis qui l'attendent. Au plan sécuritaire, il se dit qu'il n'a pas réussi à faire grand-chose. Bon, est-ce que le peuple va décider de lui faire à nouveau confiance? Je pense que tout va se passer dans les urnes le 20 décembre prochain. Alors, Delphin? Congo, un pays de 102 millions d'habitants, imaginez, donc du coup, si chez nous il y a du bruit, imaginez le nombre de fois le Congo fait la population du... Mais sauf que chez eux, le système d'élection du président de la République, c'est tout autre. Ils ont un mode d'élection spéciale là-bas. Bon, allez-y quand même. Mais la seule chose est quoi? Quelqu'un qui a déjà fait, on le juge, on l'évalue, on le critique. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait, c'est que c'est l'inconnu. Donc, on a tendance à vouloir se jeter dans cet inconnu, histoire de pouvoir voir de quoi il est capable. Parce que les deux qui se battent beaucoup plus, c'est vrai que bon, il y a Fayulu qui est là, qui a été, je crois, le deuxième pour les élections passées. Parce que, l'autre, comment on l'appelle, le gouverneur, il y a un là. J'ai oublié son nom. Katumbi. Voilà. Moïse n'avait pas participé aux élections d'entre-temps, mais aujourd'hui, Moïse se trouve en plein dedans. Fayulu est là, et Tshisekedi se trouve là. Mais sur ce plan aussi, il faut quand même remercier Félix Tshisekedi qui a fait un travail, parce que Katumbi, entre-temps, était en exil. Voilà, donc c'est pour ça que je dis, celui qui a fait, on a la facilité de le juger, parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, oui, toutes les forces sont maintenant en liberté de pouvoir aller aux élections, et qu'il y a même campagne, on l'interdit à personne, même si c'est vrai qu'il y a quelques incidents, il y a quelques accidents, mais que tout le monde est libre quand même de pouvoir faire campagne. Si aujourd'hui on est en train de juger, on va juger beaucoup plus Tshisekedi sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il n'a pas fait. Donc les autres sont des gens qui disent, nous promettons un peu comme on va vers une fille pour dire ok, on lui fait miroiter. On fait la promesse quoi. La promesse. Donc c'est sûr, il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui a fait, il y a quelqu'un qui est en train de promettre. Mais la seule chose que moi je dis, c'est que le 20 décembre, que les élections se passent dans la paix et que les résultats soient acceptés de tous, pour qu'il n'y ait plus de morts, pour qu'il n'y ait plus de soulèvement, pour qu'on dise encore que c'est toujours... C'est encore l'Afrique. Je vais être un peu partisan. Je suis pro Moïse Katumbi. C'est quelqu'un qui a fait ses preuves dans le Katanga. C'est quelqu'un qu'on a vu venir. C'est parce que je suis peut-être fan de football. Je connais les tout-puissants Mazembe. Il a investi dans le football dans ce pays. Si aujourd'hui on parle du Congo, le football africain, c'est essentiellement Moïse Katumbi. Et de la même manière, je suis un peu triste pour Denis, je ne sais pas prononcer. Mukwege, je ne sais pas très bien prononcer son nom. Je suis un peu triste que des sommités de ce rang-là
se rabaisse, pour moi c'est vraiment se rabaisser à venir sur le champ politique. Parce qu'il avait un nom qui dépassait le cadre de la grande superficie de la République démocratique du Congo. Et aujourd'hui, ça donne malheureusement comme leçon à nos petits dirigeants avec leur petit nombril, ils ont parfois l'impression, quand ils regardent l'exemple de Nice, qu'il ne faut pas faire la promotion d'un compatriote à l'international. Parce qu'une fois que vous êtes devenu célèbre à l'international, vous pensez que c'est votre destin de venir diriger le pays. Il faut que ce genre d'intellectuels cesse avec cette façon de jouer, voilà, à se faire prendre pour le résultat d'une théorie de génération spontanée. Ce n'est pas, on veut qu'il y ait un Africain qui gagne le prix Nobel de la peur, de la paix. Mais ça inspire la peur parce qu'une fois qu'il aura le prix Nobel de la paix, il va dire j'ai mon sésame pour devenir président de la République. Donc je suis quelque peu désolé pour sa candidature qui n'envoie pas un bon message dans la séparation des genres. Il ne faut pas qu'on mélange tout. On n'est pas tous faits pour être homme politique. On ne devient pas homme politique du jour au lendemain. C'est tout un parcours. C'est pourquoi je vous ai dit que voilà, Moïse Katumbi, il est là depuis. On l'a vu venir. Il n'a pas pu participer aux dernières élections. C'est une chance qu'il puisse participer à ces élections. Et je finis en disant, il est temps qu'on réfléchisse à la manière d'agir pour que les élections ne soient plus une période de peur, que les élections ne soient plus une période d'incertitude, que ça soit comme une période de match de football où à la fin, les gagnants s'élèvent et les vaincus vont se préparer pour de nouvelles échéances. Merci. Mais il y a une particularité, je ne sais pas pourquoi les opposants, vous allez voir, quand Moïse s'habille, vous allez voir numéro 3. Derrière son habit ou devant son habit. Et quand c'est Payoulou, c'est 21, je ne sais pas pourquoi, ce sont ces numéros qu'ils utilisent. Voilà, un Sylvain par exemple. Bref. Voilà. Donc, et pourquoi? Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est le numéro, c'est l'ordre des candidats ou c'est le nombre de candidats? Je ne sais pas si quelqu'un... C'est une stratégie certainement. C'est Le temps nous dira le reste. On ne va pas rentrer forcément dans ça. Alors, nous allons à présent nous diriger. Nous irons directement au Burkina Faso où on parle de réquisition dans le pays actuellement. Il y a un procès même qui est en cours, Delphin Gagana. Oui, il y a vraiment un procès qui est en cours au Burkina. C'est un peu comme quand on est dans les vestiaires ou dans la tribune, on trouve que le joueur ne joue pas bien, il ne marque pas bien le but, il ne fait pas bien la passe, on crie, on l'insulte, on fait tout. C'est un peu ce que moi je comprends de ce qui se passe actuellement au Burkina, où certains hommes de la société civile ou certains politiques trouvent que le combat, la lutte contre le terrorisme n'est pas bien fait, où les soldats au front ne sont pas au top, ne font pas bien. Donc du coup, le président je crois que c'est Traoré, qui a trouvé que, ok, d'accord, si c'est ça, on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc c'est à l'œuvre qu'on peut connaître vraiment si vous êtes un artisan. Donc du coup, allez au front, allez vivre ce que les gens vivent pour voir est-ce que c'est réellement ce que vous dites qui est vrai ou c'est ce que les gens vivent qui est complètement autre chose. Donc appelez les gens à aller tester leur force, leur stratégie, leur vision sur le terrain. C'est vrai que ça a commencé par déranger parce qu'il y a des gens qui n'attendaient pas à une telle réaction parce que oui, pour eux c'est juste critiquer, rester dans leur bureau, dans leur chambre, critiquer. Mais l'autre a dit non, nous n'allons pas critiquer seulement, allons, mettons tous la main à la pâte pour voir si c'est une pâte chaude ou si c'est une pâte froide. Mais très tôt, les gens ont compris que, ah oui, parce que sur le terrain, ce n'est pas ce qu'ils pensaient. Et puis bon, vous voyez, et c'est là, moi je dis, nous souffrons des fois du chaud et du froid parce que ce sont ceux qui, un temps, critiquaient les soldats, qui aujourd'hui trouvent qu'on n'a pas le droit d'envoyer certains parce que ce n'est pas leur domaine et qui souffrent. On a même dit qu'on a trouvé quelqu'un dans un treillis déchiré et qu'il souffre. Oui, mais c'est comme ça que les militaires souffrent sur le terrain. C'est vrai que ce n'est peut-être pas la meilleure manière de montrer aux gens qu'on est en train de faire quelque chose, mais il faut juste que les gens sachent aussi raison garder pour ne plus critiquer le pour et le contre. Oh oui, c'est vrai, Burkina Faso, avec les réquisitions, pour l'homme fort, c'est Ibrahim, je crois, c'est Ibrahim Traoré qui a pris le pouvoir. Quand on voit un peu les gestes, les éléments, certains éléments de langage, certains détails de cette transition-là, il ne faut pas s'attendre à autre chose. Voilà quelqu'un qui est venu au pouvoir, qui essaie de redonner vie à ce centre pénitentiaire agricole qui avait été créé depuis 1984 par Sankara. De sorte que dans ce centre-là, le centre est situé, je crois, ils ont appelé ça centre pénitentiaire agricole de Baporo, où quand vous êtes prisonnier, vous décidez d'aller là-bas, vous avez déjà purgé au moins 2 tiers de vos peines et tout. On vous apprend à faire l'agriculture, l'élevage,
à faire beaucoup d'autres choses. Une Et donc, réinsertion une carrément. réinsertion, de sorte que quand vous sortez de là, et c'est même un centre spécial, j'ai suivi ça il y a quelques heures, où c'est un centre où vous n'êtes plus gardé là, vous pouvez aller à la maison, revenir, vous êtes. Donc, pour quelqu'un qui prend des initiatives comme ça, on peut pas s'attendre à autre chose. Oui, c'est vrai, c'est bien de critiquer, on critique pour critiquer, et tel ne fait pas bien les choses, mais bon, ils sont envoyés au front. C'est vrai également que là, ça suscite un peu d'étonnement de la part de ceux qui défendent si bien les droits de l'homme, parce qu'on dira oui, droits de l'homme, démocratie, alors qu'ils savent bien qu'il n'y a plus cette démocratie au sens occidental du mot dans un pays comme celui-là. Mais bon, je pense qu'ils vont devoir goûter un peu pour voir si l'eau est amère ou si c'est juteux. C'est les sucres ou pas, Colessial. J'ai l'impression que l'histoire est un éternel recommencement. Et j'ai le sentiment, pour le peu que je sais de l'histoire du Burkina Faso, que les générations actuelles n'ont pas vraiment connu qui était Thomas Sankara, et que Ibrahim Traoré, qui maîtrise très bien la vie de Thomas Sankara, est venu leur rappeler ce qu'est une vraie révolution. Parce que quand on dit de tout et n'importe quoi de Thomas Sankara, on oublie aussi de reconnaître que pour que sa révolution ait un sens, il a fallu qu'il demande beaucoup de sacrifices à ses populations. On parle très souvent de l'histoire de Thomas Sankara en oubliant que c'est quelqu'un qui avait fait suffisamment de réquisitions et qui n'était pas populaire, particulièrement au Burkina Faso. Donc, les 4 années de Thomas Sankara ont été marquées par 4 années de privation qui ont certes produit leurs fruits, mais c'est 4 années qui ont été très durement vécues par des populations. C'était des réquisitions à tout va. C'était, de mon point de vue, ce qu'on est en train de vivre un peu aujourd'hui. Des gens se lèvent, ils disent la patrie ou la mort, on vaincra, sans mettre du contenu dans ce beau slogan. Voilà, vaincre, c'est aller au front. Vaincre, c'est à un moment arrêter d'être qui on est pour se battre pour la patrie. C'est ce que Thomas Sankara a fait et qui à un moment lui a valu ce qui lui a valu. C'est ce que Ibrahim Traoré fait aujourd'hui, mais qui vient rappeler qu'il n'y a pas de révolution sans sacrifice suprême. J'espère que ce ne sera pas le même destin que celui de Thomas Sankara, mais je veux rappeler qu'une révolution, elle ne se fait pas à coup de slogan, elle se fait à coup de sueur. Et c'est ce qu'on est en train d'apprendre. D'accord, merci beaucoup à vous, Colessial. Nous allons faire un tour rapidement à la régie pour suivre cet élément et revenir parce que nous allons parler du Bénin. Cette décision, c'est une fierté, c'est une joie pour moi. J'apprécie la fermeté du gouvernement du Nigeria sur ce point qui a amené notre État à aller là-bas pour signer cet accord parce que je ne comprends pas en tant que citoyen qu'on soit à côté d'un géant un temps comme le Nigeria et que jamais le Bénin n'a su profiter de ce pays comme le Nigeria. Cette décision va amener nos opérateurs économiques à investir dans la révolution verte, dans l'agriculture, pour promouvoir, au lieu d'aller importer des choses et aller déverser au Nigeria. Je suis sûr qu'aujourd'hui, avec cette décision, ceux qui ont l'argent dans ce pays, ils vont investir dans l'agriculture pour faire rayonner l'économie de notre pays sur le plan de la révolution verte. Je dis c'est vraiment une très bonne décision et je remercie nos deux chefs d'État pour en arriver là. Cette diplomatie entre ces deux pays, on peut tenir à aider notre pays, le Bénin, à accepter plus de 43 produits à rentrer sur le sol nigérian. Je tiens à les remercier parce qu'aujourd'hui, si vous savez que en temps, ils ont fermé la frontière entre le Nigeria et le Bénin, ça a gêné beaucoup sur nous, les citoyens. Les choses sont dues pour nous, surtout sur le plan économique. C'est cela qui est encore plus basé sur les taxes. Parce que si vous voyez les produits qui vont rentrer au Nigeria, ça donne une grande faveur à nous les Béninois. Si cette frontière était fermée et ces produits sont interdits de rentrer, l'économie du Bénin a plus échoué énormément à 50%. Et qu'aujourd'hui, c'est une joie pour nous les Béninois pour que ces produits puissent rentrer au pays Nigeria. Si le chef de l'État est allé là-bas pour, en tout cas, travailler dans le sens de coulement de nos produits locaux, moi je suis d'accord, je le remercie pour ça. Et je remercie même le président de là-bas qui a accepté de recevoir nos produits locaux. Maintenant que les échanges, le commerce
nous sommes à côté d'un grand voisin. Le Nigeria, c'est un grand pays qui fait 10 fois ou bien 20 fois le Bénin. Mais on va rester là sur une telle situation géographique et encore souffrir. Ce n'est pas seulement le paillon. Il y a plusieurs produits. Le Nigeria est un grand producteur. Allez là-bas voir, ils produisent beaucoup. Donc le Bénin ne doit pas souffrir. On dit souvent le Nigeria est géant Nigeria. Mais le Nigeria ne veut pas vivre sans le Bénin et le Bénin ne veut pas vivre sans le Nigeria. Ces produits qui sont convoyés, qui sont acceptés, ces 42 ou 43 produits qui sont acceptés au Nigeria, c'est une innovation pour le chef de l'État béninois qui est en train de faire déjà la promotion de l'agriculture béninoise et qui fait déjà un pas vers, je ne sais pas, vers le dynamisme politique béninois. Je ne sais pas comment, je ne sais pas, les mots me manquent. C'est ça, nous, on veut du concret, on ne veut pas de la politique politicienne, on veut du concret. Ça donne la force maintenant aux paysans, les secteurs dans lesquels on l'a accepté, de faire encore des efforts pour que on puisse produire encore davantage ces trucs, pour que ça convoie aussi vers d'autres pays qui en ont besoin, seulement le Nigeria, prochainement vers d'autres pays qui en ont besoin des produits béninois. Retour en studio à présent, vous avez suivi avec moi cette capsule. On applaudit par moment cette décision, par moment on laisse un peu de doute. Je vais commencer par vous, Delphin. Oui, quand vous êtes à côté d'un géant, on dit il y a des animaux qui se cachent derrière l'éléphant histoire de pouvoir piquer les insectes qui sautent ou pour pouvoir piquer d'autres choses parce que l'éléphant ne peut pas tout manger. Donc il faut avoir d'autres animaux derrière histoire de récupérer ce que l'éléphant ne peut pas manger. C'est aussi à haut risque. Hein? Oui, c'est à haut risque, mais des fois, ça a son avantage. Et toute chose a d'avantages et d'inconvénients. Donc, oui, on peut peut-être à côté d'un grand géant, comme les gens l'ont dit, et souffrir parce que le Nigeria, c'est près de 230 millions d'habitants. Et nous faisons à peine 13 millions d'habitants. Donc, du coup, c'est normal que nous produisons histoire de pouvoir demander à ceux qui sont beaucoup et qui peuvent en manquer de venir chercher chez nous. Et moi, je dis, cette affaire est bienvenue parce que si on fait référence à ce qui se passe actuellement à Glo, où on installe désormais des unités de transformation, où on installe des politiques histoire de permettre au développement de l'agriculture, ainsi de suite. Cela, c'est normal quand même qu'on trouve désormais des débouchés, des portes de sortie à ces produits et qui peut dire aujourd'hui que le Nigeria n'est pas une opportunité pour le Bénin. Le Nigeria a été toujours une opportunité pour le Bénin et tous les présidents qui se sont passés ont quand même fait des accords ou des échanges avec le Nigeria, histoire parce qu'on n'oublie pas l'accord de Badagry où on devrait faire, mais c'est sûr que dans l'exécution, il y a des couacs, mais je pense que pour cette fois-ci, on est sur le bon chemin parce que avant l'avènement du Tinubu, tout le monde savait ce qui s'était passé, où on avait fermé la frontière. Et donc, du coup, moi je dis, qu'est-ce qui a fait ce changement, ce grand changement où tout d'un coup, on va au Nigeria comme on veut, le Nigeria vit ici comme nous voulons. Donc, du coup, moi je dis, si on peut maintenir cette relation, si on peut maintenir cet environnement ainsi, histoire de permettre à ceux qui commerce avec le Nigeria ou ceux avec qui le Nigeria commerce ici, histoire de continuer les échanges, c'est sûr ça va quand même contribuer à changer les choses parce que malgré la fermeture des frontières, on a pu tenir. Mais donc si on ouvre encore les frontières et on autorise à certains produits. Moi j'ai lu, il y a deux choses qui m'ont intéressé, on a dit pain tissé et vêtements. Pain tissé, si c'est pain tissé de chez nous qu'on accepte, ça veut dire qu'on est en train d'encourager l'artisanat local, histoire de permettre à ce qu'on a désormais une débouchée. On a dit il y a des produits qu'on a dit leur transformation. Est-ce que par exemple gari, tapioca et autres choses. On a même dit des trucs de palmier à huile. Cette Sonicog n'est plus là. On a tué la société depuis des années. Il est vrai qu'il y a des privés qui s'investissent beaucoup plus maintenant dans la plantation de palmier à huile. Donc il y a toujours de l'huile au Bénin. Et que si le Nigeria qui entend prenait l'huile, prenez les noix de palme, c'est-à-dire, on appelle ça diki, pour transformer. Donc, du coup, si on autorise encore ces choses, je pense que, oui, on va créer, hein, c'est sûr, il ne peut jamais manquer de ça, mais on va quand même souffrir un ouf de Colossial, votre appréciation? Ce n'est pas pour faire anticonformiste comme à mes habitudes, mais non, je vais ramer à contre-courant pour dire le Nigeria a beau être tout ce qu'il est. Mais oui, on peut vivre
en pensant que la vie doit continuer au Bénin si par un coup de baguette magique, le Nigeria venait à ne plus exister. C'est ce que j'entends par souveraineté. On parle parfois de la petite Suisse qui a réussi à avoir son identité, même son identité économique auprès de grandes nations qui sont la France et autres. Je pense que le Bénin peut aussi se définir en tant que nation souveraine en faisant totalement abstraction du Nigeria. Quand je parle de faire abstraction, c'est pour dire, voilà, on peut sortir de ce genre de thèmes qui disent quand le Nigeria tousse, le Bénin est enrhumé ou non. Et d'ailleurs, quand on regarde l'asphaltage aujourd'hui, qui fait une de nos fiertés, quelle est la contribution du Nigeria dans l'asphaltage? Quand on regarde les clubs Med, je veux prendre ces exemples pour dire oui, s'il y a une nature de collaboration à avoir avec les géants comme le Nigeria, le Bénin peut être un pays dans lequel les riches du Nigeria viennent consommer. Et le Bénin doit bâtir, je ne suis pas pour Alafia Vincent, je suis pour Horizon 2060, où on a un Bénin qui réussit à vivre même si le Nigeria ne devrait pas exister. C'est-à-dire continuer, comme on le voit, à construire la zone franche industrielle, le Glodibé et autres, à construire parce qu'au-delà du Nigeria, la matière première, quand on en cherche, on en trouve toujours. Oui, c'est un partenaire. Quand il est là, il faut en profiter. Mais non, ce n'est pas une voie incontournable. Un État doit être souverain. Un État doit tracer sa propre voie, avoir sa propre souveraineté, être capable d'exister quoi qu'il advienne. Et sur ce plan-là, je dis, oui, le Nigeria a ouvert les frontières. J'ai envie de dire, le Niger s'en va, le Nigeria arrive. Si le Nigeria aussi s'en va, il faut que la vie continue. Il faut que ça tourne toujours. Il faut que ça tourne toujours et vraiment très important. Pour moi, c'est ça la notion de souveraineté. J'ai le sentiment que c'est dans ce sens qu'on est en train d'aller. J'ai le sentiment que oui, il faut profiter du Nigeria comme avantage, mais non, il ne faut pas construire son avenir sur ce que le Nigeria représente. Emma. Oui, c'est heureux, après tout ce que le Bénin a vécu avec le Nigeria comme situation fâcheuse, qu'aujourd'hui Patrice Talon réussisse à travers ses bons rapports avec Bola Tinubu, qu'ils réussissent à ce que des produits made in Benin ou même des produits importés au Bénin puissent être autorisés sur le marché nigérian. Ça fait 42 produits quand même. Mais je crois savoir qu'également, pour ne pas remettre en cause cet accord après, il faudrait que les Béninois veillent vraiment au respect de ces produits-là, au respect de la liste des produits qui sont autorisés au Nigeria, parce qu'on a vécu également cet accord-là de Badagry ou des accords où les Béninois profitaient de tels produits pour déverser d'autres produits. Ils ont violé violemment les 10 accords. Donc il ne faut pas que le Bénin continue d'être cet état-là où des opérateurs économiques un peu, excusez, voyous profitent de la situation pour violer les choses. Donc je pense que pour ma part, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a fait l'interview. Vous avez dû constater que la plupart ont salué cet effort-là de Patrice Talon. Comme l'a dit Colin, je suis d'accord, le Bénin doit continuer d'être le Bénin sans le Nigeria, sans beaucoup d'autres pays. Mais si on peut profiter des avantages que nous offre la présence du Nigeria, un État qui va consommer nos services, nos produits et tout, je pense que c'est... Profitons-en. Merci. Nous allons toujours rester au Bénin. Nous allons parler à présent donc de l'appartenance ou non. Eh bien, cette guerre qu'il y a entre les gens de la FCBE et puis ceux donc... du parti Les Démocrates Colossiales, je vous donne la parole. FCBE, ils sont opposants ou c'est les démocrates qui sont opposants et puis ça tire dans tous les sens? Ça fait plutôt très bien pour le pouvoir d'observer comment leurs opposants se tirent entre les pattes. Mais pour faire ce débat, est-ce qu'il n'est pas intéressant de rappeler à tout le monde ce que chacun sait déjà? À savoir que les forces Kori, Point Bénin émergent, c'était quand même le beau bébé du président Boni Yaye. C'est lui le père fondateur des FCBE et c'est encore lui qui a fait des FCBE, voilà, je vais dire dans le temps l'un des plus grands partis de ce pays en nombre de députés autres là. Donc c'est que lui, Boni Yaye, vienne aujourd'hui dire que son bébé d'hier, les FCBE, ce n'est pas les forces Kori, Point Bénin émergent, ce n'est pas un parti de l'opposition. Peut-être qu'il sait de quoi il parle. Maintenant qu'il a dit cela, je sais, moi, ce que c'est qu'un parti d'opposition. Un parti d'opposition, il s'oppose aux actions du gouvernement et il fait des contributions, il fait des propositions. Bon, puisque c'est ça le débat, est-ce que sur la base du vécu des forces Kori, Point Bénin émergents qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on a le sentiment d'avoir un parti qui fait des sorties pour faire des reproches au gouvernement et pour faire des propositions? C'est une question. Sur la base de cette question, chacun peut se faire son idée sur est-ce que FCBE appartient ou n'appartient pas à l'opposition. Mais, petite nuance. Il ne faut pas aussi parfois oublier que
chacun, on est en politique et que chacun fait ce qui est bien pour ses intérêts. Qui est-ce que FCBE a le plus besoin de combattre aujourd'hui? On peut aussi penser que FCBE a plus besoin de combattre d'autres partis d'opposition pour être une grosse force d'opposition plutôt que de perdre son temps à combattre un gouvernement qui est déjà assez fort. Et donc, oui, cela a du sens que FCBE puisse donner l'impression que sa vraie bataille, par exemple pour les prochaines présidentielles, que son principal adversaire, ce n'est pas ceux d'en face, mais ceux avec qui il dispute le même électorat, à savoir les opposants. Donc voilà, on peut lire diversement la position de FCBE. Alors, Eman, ça vous fait sourire? Non, je pense que, pour ma part, il ne revient pas, nous sommes sur le terrain politique, il ne revient pas à un parti politique, c'est vrai, de dire si l'autre est de la mouvance ou de l'opposition. Ils ont peut-être des éléments qui peuvent les amener à le dire. Mais si la force groupe émergent a jugé utile et même indispensable de réagir tout de suite pour rappeler les démocrates à l'ordre, c'est sans doute en faisant recours à ce qui a pu se passer pour les législatives, où le discours sur le terrain a été oui, FCBE ne m'appartient plus, c'est pour eux, et donc je ne suis plus là-bas, voici là où je suis désormais. Et donc, comme il l'a dit Colin, c'est vrai qu'ils se partagent le même électorat, parce qu'effectivement, FCBE, c'était lié à la personne de Boni Yayi, parce que Kori était là. Et désormais, FCBE n'est plus son bébé, et donc, il a trouvé le moment, en cette période-là, de dire à ses militants, à tous ceux qui l'adulaient encore ou l'adulent encore, attention, je ne suis plus là-bas. Donc, je pense que FCBE a raison de le dire. Maintenant, il revient à la force complémentaire de rapidement prendre le taureau par les cornes et de ne pas se comporter en gros bébé comme elle l'a fait en législative, ce qui lui a d'ailleurs valu de ne pas avoir un seul représentant au Parlement, alors qu'au sorti des communales, c'était la seule formation politique qui a réussi à avoir des conseillers communaux et même des maires aujourd'hui. Merci. Nous allons faire un tour très rapidement sur la loi d'amnistie. Est-ce une réalité ou bien une utopie? Mais avant, oui, je vous donne la parole. Allez-y, oui, sur la loi d'amnistie. Voilà. Même si vous ne la donnez pas, je la prendrai au cours de l'autre. parce que non, vous voyez... Oui, on ne peut pas évacuer aussi rapidement un tel débat. Voilà. Nous irons très rapidement. Non, très rapidement. Je dirais très rapidement. Non, c'est pour faire constater que ce qui se passe, c'est vrai. On a la chance ou ils ont la chance que cela soit à 2 ans des élections générales, c'est-à-dire, donc du coup, on va finir cette guerre, on va finir tout ça là, et qu'on va même oublier qu'on avait dit telle personne n'est pas de l'opposition, telle personne est de l'opposition avant d'aller aux élections. Tout ce qui se fait, ça a 2 raisons. C'est vrai que avant, vous allez voir, le discours change. Avant, vous avez encore quelques secondes. Je suis d'accord, mais je vais dire rapidement. Avant, on traitait les FCBE de ce que ils sont 3e poste parce qu'ils sont allés aux élections avec les lois votées par un régime. On dit qu'ils ont bénéficié de financement. Aujourd'hui, ceux qui les traitaient ainsi sont allés aux élections avec les mêmes lois. Ceux qui les traitaient ainsi ont bénéficié de financement, donc ils sont à égalité. Donc si on les appelle, on les traite aujourd'hui de ceux qui ne sont pas de l'opposition, c'est juste parce qu'on veut contester le représentant, celui que Rumpé avait choisi comme étant son représentant au sein de la Sénat. Donc c'est un jeu politique. Laissez-moi finir, accordez-moi juste encore 2 secondes. C'est juste pour contester ça qu'on l'a dit. Et on l'a dit dans un cadre donné, parce que 10 jours avant qu'on ait dit ça, on l'avait déjà envoyé un courrier pour dire venez, nous allons discuter. Donc, moi, j'estime que ça, là, c'est déjà vidé. Vous allez les voir échanger. Est-ce que vous voulez donc dire que ça peut partir des points de discussion entre FCBE et les démocrates? Ce qui peut se passer entre un homme et sa femme dans la chambre, autre chose peut se passer au dehors et vous allez penser que c'est la grande générale. Et cette question est réservée spécialement pour vous, monsieur Delphin. 10 secondes. Le sujet quand même c'est intéressant, très important. Vous savez, si les FCBE veulent qu'on les prenne au sérieux, il faut qu'ils se prennent au sérieux. Se prendre au sérieux, c'est enlever cette étiquette FCBE. On sait l'homme à qui c'est accolé. FCBE, ça va toujours rappeler Boni Yayi. S'ils veulent que Boni Yayi, qu'ils aillent en congrès et qu'ils choisissent un autre nom pour leur parti. Sinon, on continuera de passer tout ça. Merci. Nous allons... sur ce plan-là, je pense que c'est pas mal comme proposition, effectivement, parce que quand on dit FCBE aujourd'hui, d'ailleurs, ils ont beau remplacer les forces par la force Kori, mais c'est resté Kori. Donc, vous voulez dire que quand FCBE, quand Yayi Boni va quitter, les démocrates aussi vont changer pour être autre chose parce que c'est collé au FCBE ou à Yayi Boni. Non, c'est pas le même contexte. Merci à chacun. La régie, nous allons faire un tour à la régie pour suivre donc la chronique. C'est l'heure de la chronique. Merci.
Bienvenue dans la chronique de Vice Versa sur IFA Télévision. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, je veux vous parler ce soir de la guerre qui n'existe pas entre Papa Yabor et Fofo Kiki. Vous avez bien compris, il n'y a aucune guerre qui existe entre Papa Yabor et l'un de ses fils, Eric, que les intimes appellent Fo Kiki. Cette guerre qui n'existe pas a véritablement commencé quand Papa Yabor a décidé de prendre la clé du véhicule de chef de file des opposants à Fo Kiki. Ce dernier a dit « Ngbe ». Alors, Papa Yabor s'est fâché. Il dit « Mais comment ça, Eric? Tu m'as combattu tout le temps où j'ai été chef de ce village. Mais malgré ça, j'ai fait de toi un grand opposant dans ce village. Et maintenant, je te demande de me remettre ce qui me revient de droit. Et tu dis non. Mais de quel droit, Eric? Pourquoi tu fais ça? Cette guerre qui n'existe pas entre Papa Yabor et Fo Kiki devenait de plus en plus compliquée. Papa Yabor voulait à tout prix récupérer la clé de la voiture de chef de file des opposants. Fo Kiki avait lui aussi besoin de garder la clé de cette voiture qui reste la seule chose qu'il n'a pas encore perdue dans cette guerre. Incapables de s'entendre, Papa Yabor et Fo Kiki ont décidé d'aller rencontrer le chef du village pour trancher, puisque c'est ce dernier qui a donné la clé de la voiture à Eric. Une fois à la chefferie, le chef du village ne faisait que parler des sujets qui préoccupent toute la nation, oubliant le principal sujet qui préoccupe Papa Yabor et Fo Kiki. De sorte que, après la rencontre, Papa Yabor était toujours le chef de file des opposants du village, sans la clé de la voiture de fonction. Et Fo Kiki, qui n'était plus le chef de rien, continuait de garder la clé du véhicule de chef de file des opposants. Depuis ce temps, Fo Kiki crie partout où personne ne peut l'entendre, disant qu'on lui a tout pris, que la clé de cette voiture, c'est tout ce qui lui reste, que jamais dans ce pays, on ne le verra sur Zem. Voyant la situation s'envenimer et pour provoquer la calmie, le porte-parole du chef de village a pris la parole pour dire que de toute façon, la clé de cette voiture reste la propriété de Fo Kiki jusqu'à nouvel ordre. Selon Radio Papato, une radio qui ment tout le temps, Papa Yabor dit qu'il ne fera plus rien pour les opposants en exil ou en prison, aussi longtemps qu'on ne lui donnera pas la clé de la voiture de chef de file des opposants. Cette situation de guerre entre Papa Yabor et Fo Eric attriste tous les opposants, sauf un seul, le frère Paul Force Kori. Il paraît que cette situation fait tellement rire le frère Paul Force Kori que son entourage commence à avoir peur de le voir mort. De rire, ne riez pas. Ainsi va la République et ses opposants. Papa Yabor et Fo Kiki. Je commence par vous. Oui, une histoire imaginaire entre Papa Yabor et Fo Kiki. Une histoire imaginaire, mais bon, qui peut s'imaginer aussi quand on a suivi un peu les derniers de l'actualité politique, pour savoir si effectivement, dans un cartable quelque part, si c'était pas un type de décret ou un corrigetif de décret qu'on avait déjà porté et tout au chef village pour qu'il signe ce décret, lequel n'a pas eu lieu pour le moment parce que justement on croyait peut-être que le chef du village que le chef du village puisse encore lever le ton pour dire je vous ai déjà dit que je ne signerai pas et donc on a peut-être essayé de ranger ça pour ne pas attiser davantage sa colère. Très rapidement, nous avons quelques secondes. Oui, certaines personnes en regardant ou en écoutant cette chronique vont penser, peut-être qu'elles ont le droit de penser,
qu'en fait, voilà, les dernières rencontres qui ont eu lieu au palais, que c'était l'un des sujets de la dernière rencontre au palais, et donc voilà, qu'il s'était agi surtout d'aller demander un nouveau décret de chef de file de l'opposition, et que tout ce qu'on nous a sorti après, c'était que pour masquer ce qu'on n'a réellement pas pu se dire. Merci beaucoup. Défait, quelques secondes. Oui, quelques secondes. Il faut vraiment laisser tout au moins ça là à Fokiki, parce que si on lui a arraché tout à l'Assemblée nationale, parce qu'à l'Assemblée nationale, il est devenu juste un simple député dans l'Assemblée imaginaire. C'est qu'on est dans l'imaginaire. Donc dans l'Assemblée imaginaire, il est devenu un simple député. Or, dans l'Assemblée imaginaire, toujours imaginaire, il a été premier vice-président, il a été un ancien, et que finalement, il n'est plus rien. Et que si on lui arrache encore ça, c'est trop, c'est trop. Merci. Non, même s'il n'est pas un légitime. Mais non, attention, sur ce sujet-là, excusez 2 secondes, sur ce sujet-là, si ça se fait comme ça, c'est qu'on prendrait à contre-pied les thèses de la République, parce qu'on dit, c'est le chef du parti qui serait sorti, qui est le chef de l'opposition. On n'a pas dit, le texte n'a pas dit l'un des chefs du parti. C'est une faveur pour un fils, un enfant placé ou un fils adoptif qu'on est allé chercher. Merci à chacun. Merci à tous. À présent, nous allons passer donc à la distribution des cartons. Nous avons encore quelques secondes. La régie m'informe déjà. Je tends d'abord les cartons à Delphin. Je vais commencer par Delphin. Vous allez les attribuer à qui de droit, et nous irons très rapidement. Et très rapidement, Ambalo, pour avoir vraiment, en tout cas, il s'est trompé réellement sur la vraie cible. Si c'est qu'il veut vraiment un truc qui concerne, comment il a dit, tentative de coup d'État, il n'a qu'à aller chercher. Mais si c'est juste pour changer l'Assemblée, il n'a qu'à dire directement qu'il veut changer l'Assemblée. Sinon, cela ne sert à rien que l'Afrique soit toujours à la traîne. Merci. Carton jaune pour Traoré pour dire... Oui, même si tout le monde n'est pas d'accord pour la réquisition, et même si la réquisition c'est seulement pour ceux qui sont contre, il a quand même bien fait d'envoyer des gens au front histoire de leur montrer que ce qui se passe là-bas, que ce n'est pas du jeu. Carton jaune pour lui. Merci. Carton blanc pour le chef de l'État, pour les deux chefs d'État, c'est-à-dire Tounbou et... Non, pour les deux T. Pour les deux T, c'est-à-dire Tounbou et Talon, pour ce bon vent qu'il nous envoie, quoi. C'est-à-dire permettre à ce que on commerce facilement avec le voisin, que le voisin commerce avec nous. Merci. Carton blanc. J'appuie tous ces cartons. Carton rouge pour Umaru Sissoko Embalo, le président bissau-guinéen, qui, je crois, qui a mieux à faire que de chercher à dissoudre l'Assemblée nationale. Parce que quand on a mis pied dans ce pays, si vous voulez, j'ai des images de cette capitale-là, Bissau, ça n'a pas l'air d'une capitale. Il y a mieux à faire que de vouloir dissoudre l'Assemblée, de créer des tensions politiques inutiles dans le pays. Okay. Même déjà sorti de l'aéroport, le pays montre déjà qu'il est un pays pauvre. Carton jaune, effectivement, non, c'est pas... Allez-y. Carton jaune pour qui? Pour Traoré. Pour Traoré toujours. Oui. Bon, carton jaune, mais bon, c'est quand même Traoré, moi je dis Traoré Sankara. Pour quelqu'un qui décide de faire une révolution, non, moi je ne sais pas s'il veut donner un carton jaune plutôt, je lui donne un carton blanc, parce que ce qu'il fait, ça me plaît. Quelqu'un qui décide, par exemple, qui pense que le Burkina Faso a assez de terre pour produire, pour faire en sorte que ce pays puisse s'autosuffire. Je pense qu'il fait de très bonnes choses. Moi, je lui donne un carton blanc à Traoré, Ibrahim Traoré du Burkina Faso, et le carton blanc aussi aux deux chefs d'État béninois et nigérians qui ont compris que l'un ne peut pas vivre sans les autres. D'ailleurs, le chef d'État béninois a dit que les deux pays sont des jumeaux siamois. Et donc, je pense que c'est une bonne chose que de faire. Donc, le carton jaune aujourd'hui, je ne le donne à personne. Oui, voilà. Alors, vous voulez passer donc à Collins? Je voulais très rapidement donner mon carton rouge au gendarme du monde des États-Unis et à son président Joe Biden, qui est un peu plus préoccupé, selon moi, par les déboires judiciaires de son enfant chasseur Hunter que par les vies qui tombent chaque jour dans la bande de Gaza. C'est vraiment un carton rouge parce que c'est lui le gendarme du monde. C'est à lui de faire cesser. Il faut dire des choses par leur nom. Nous allons lui de faire cesser. La guerre. Dans les prochaines oui, c'est à lui de faire cesser de la guerre dans la bande de Gaza. C'est à lui de faire cesser les chasseurs, les hunters dans la bande de Gaza. Voilà. Donc,
Et maintenant, mon carton jaune à Denis, c'est Eman qui prononce très bien son nom. Denis Mukwege. Et à travers lui, à tous les intellectuels africains qui méritent par exemple d'avoir le prix Nobel de la paix, mais qui risquent, chaque fois qu'ils sont primés à l'international, qui risquent de voir cette prime comme un blanc-seing pour aller être candidat aux élections présidentielles dans leur pays. Donc le carton jaune à tous ceux qui se lèvent un beau matin et se découvrent des destins de président de la République. Ce n'est pas bien pour notre continent. Merci. Et dernier, donc pour rester logique avec moi-même, carton blanc à Félix Tshisekedi, parce que quoi qu'on dise, il est en train de réussir là où on ne l'attendait pas, c'est-à-dire à organiser une élection présidentielle totalement inclusive, où on a des Moïse Katumbe, quels que soient les petits dérèglements qu'on a, voilà une élection qui est en train de, qui risque, on l'espère, d'être une belle leçon pour l'Afrique. Donc carton blanc à lui pour l'organisation de ces élections qui ne s'est pas fait à tête chez Sus. Merci à chacun de vous. Merci à vous Delphin, merci à vous Emad Pafé-Demboussou, merci également à vous Colin Sian. Mesdames, Messieurs, c'est la fin donc de ce numéro de votre émission Vice Versa que j'ai le plaisir de vous présenter. On se retrouve la semaine prochaine, plaise au ciel. À très vite.